Bonsoir, soyez les bienvenus pour ce nouveau numéro de Livre en live co-organisé par furet.com et decitre.fr. Merci. Bonsoir Arsène Wenger, merci d'être avec nous pour ce rendez-vous un peu exceptionnel. Bonsoir tout le monde. Alors, il ne faut pas lire beaucoup de paragraphes de votre autobiographie intitulée Ma vie en rouge et blanc, cher Arsène Wenger, pour comprendre que faire un demi-tour de 180 degrés, c'est pas votre spécialité, c'est pas le truc que vous aimez par-dessus tout. On comprend bien que le prochain est votre mot préféré, le prochain match, le prochain club, le prochain titre, le prochain entraînement, le prochain vous plaît beaucoup plus. Qu'est-ce qui a réussi à vous donner envie de vous retourner un petit peu et de regarder ce qu'il y avait eu derrière? D'abord, j'arrivais après 36 ans d'exercice de mon métier, un moment où je me suis dit, où je retourne en arrière, je regarde un peu ce qui s'est passé dans ma vie, où je ne le ferai jamais. Et l'idée de ne jamais le faire m'a aussi un peu encouragé à essayer de voir ce qui s'est passé dans ma vie. D'ailleurs, je vous remarque ce soir que vous êtes en rouge et blanc. Je ne sais pas si c'est une coïncidence. Non, j'ai essayé de faire le plus rouge et blanc que j'avais. Je crois que je ressemble plus à un Dalton qu'à un footballeur, mais c'est vraiment ce que j'ai de plus en rouge et blanc, cher Arsène. Je tiens à préciser que les internautes qui nous suivent peuvent poser des questions par YouTube et on va les prendre et on vous interrogera là-dessus. La première question, qui concerne évidemment le début du livre, c'est cette petite promenade que l'on fait dans un village, dans un tout petit village d'Alsace. Je ne sais pas si je le prononce bien, Dutlenheim, c'est comme ça qu'on dit à peu près. Très bien, très Donc, bien. dans ce petit village, maintenant qu'on se connaît un peu mieux, je voulais vraiment commencer par cette question-là. Alors, vous affolez pas. On va se promener dans le village avec vous et je vous imagine aujourd'hui allant vous asseoir à côté du petit Arsène qui est assis sur le bord du terrain, qui ressemble à peu près à un champ plus qu'à un terrain de foot. Il rêve de devenir footballeur, comme dans la chanson de Jacques Brel, vous savez, un impossible rêve, il y a ça. Vous allez vous asseoir à côté de lui. Et qu'est-ce que vous lui dites si vous pouviez faire ça, si vous pouviez aller vous asseoir là à côté de lui? Je lui dirais, tu ne t'attendais certainement pas à ce qui t'est arrivé après. Une des raisons de mon livre, c'est d'expliquer aux jeunes, aux gens qui débutent dans la vie aujourd'hui, c'est que la vie peut être plus grande que le plus grand de vos rêves. Et je dirais que j'ai été élevé, comme vous le dites, dans un village d'agriculteurs, d'agriculture de subsistance, c'est-à-dire des petites surfaces. On pensait juste à survivre et où le football n'existait que comme loisir. Et donc, on ne pouvait même pas rêver d'être footballeur. J'ai jamais eu d'entraîneur jusqu'à l'âge de 19 ans. Je jouais dans mon village au plus petit niveau possible. Donc, tout ce qui m'est arrivé après n'était pas prévisible. Et c'est le message que je voulais un peu donner aux gens. Euh, Soyez ouverts, quoi, parce que tout peut arriver. Mais ayez un rêve. C'est très important de rappeler peut-être pour les plus jeunes des internautes qui nous suivent aujourd'hui ce qu'a été ce petit village, parce que aussi, bien évidemment, l'histoire a traversé tout ça. Vous êtes né à peu près quelques années après la fin de la guerre, mais dans les 75 ans qui ont précédé ça, le village a été français, allemand, français, allemand, français. Et cette localisation, ce lieu-là, euh, votre frère ne l'a pas quitté. On voit ça, juste une phrase traverser le livre. Vous y avez fait toute votre carrière de footballeur quand vous jouez que dans un club là-bas, dans l'Est, et ensuite, vous partez. Qu'est-ce qui reste de l'Alsace? Qu'est-ce qui reste de ce petit village à travers tout ce que vous allez découvrir ailleurs, Arsène? Écoutez, d'abord, je voudrais vous dire que, à travers l'exemple de mon frère, je me pose souvent cette question, qui est d'ailleurs très moderne aujourd'hui. Est-ce que on est né quelque part et on est fait pour passer la vie, toute notre vie, là où on est né, ou est-ce que nous sommes des nomades qui sont nés quelque part, mais puis finalement doivent explorer le monde? Et mon frère et moi sommes deux exemples totalement contraires. Dès que mon frère ne voyait plus le panneau de son village, il était malheureux. Et moi, je n'avais qu'une envie, c'est de découvrir le monde et de voyager partout.
est-ce que, comme j'ai été élevé dans un bistrot, est-ce que ce sont les histoires que j'ai entendues des gens qui racontaient des histoires, ce qui m'a donné l'envie de découvrir le monde. Mais je n'ai jamais imaginé rester dans mon village. Il y a autre chose qui se dessine aussi très très tôt. Vos parents, votre maman dans un bistrot qu'elle tient, votre père dans une fabrique de pièces détachées, sont extrêmement occupés par leur travail. Ils travaillent beaucoup. Et vous vous retrouvez très très souvent seul dans votre chambre ou sur le terrain, on imagine, mais très seul. Euh, cette solitude va se dessiner aussi à travers votre carrière. Est-ce que tout petit, vous avez été entraîné à être seul? Et est-ce que cette force-là, parce qu'il faut une certaine force pour rester seul, vous a aidé sur la suite? Je vais même aller plus loin parce que vous nous racontez. Aujourd'hui, tout le monde est confiné. Vous vous confinez presque volontairement. Vous perdez un match, c'est à Nancy ou ailleurs, je sais plus. Vous perdez un match juste avant la trêve, et ensuite, c'est donc toutes les vacances de Noël, et là, vous êtes confiné. Vous êtes une sorte de rêve pour Jean Castex, hein. Vous vous confinez tout seul. Et vous allez le 24 décembre à votre famille. Mais autrement, confinement. Voilà. Est-ce que ça s'apprend? Est-ce que c'est dans votre nature? Et est-ce que ça aide beaucoup, être seul et avoir cette capacité à être seul? Je pense que la solitude que j'ai connue toute ma vie vient certainement de mon habitude d'être élevé dans un bistrot par une maman qui était occupée 24 heures sur 24. Il n'y avait pas de vacances, hein. Le restaurant était ouvert tous les jours. Mon père aussi travaillait dans le restaurant tous les jours et pendant la journée, il s'occupait de son magasin de pièces détachées. Donc, il n'y a pas de vie de famille. Et vos parents sont occupés 365 jours, donc il faut vous débrouiller. Alors je me suis débrouillé certainement en me réfugiant dans le jeu, dans les aventures que j'ai imaginées. Et c'est vrai que la solitude ne m'a jamais trop pesé. J'aime être avec le monde, j'aime la vie sociale, mais j'aime aussi les moments où je peux me retirer un peu du monde et observer le monde lorsque je n'y suis pas. Vous faites plusieurs petites allusions à des choses dont vous ne parlez, j'imagine, jamais à d'autres moments dans le livre. Vous nous parlez par exemple de votre fille, qui est une brillante doctorante en neurosciences. Vous ne manquez pas d'humour non plus en disant que vous aimeriez autant qu'elle tombe pas sur vos bulletins scolaires, elle. Et je pense à ça parce qu'il y a une question qui tombe en même temps que je vous parle et j'essaie de vous les donner en même temps. Il y a un Vincent qui voudrait savoir s'il y a, malgré tout, un professeur qui vous a marqué particulièrement, Arsène. Oui, je pense, oui. Moi, par exemple, jusqu'en seconde, j'étais nul en maths et j'ai rencontré un professeur qui m'a montré que je pouvais être très bon en maths et j'ai eu le premier prix de maths après jusqu'en terminale. Donc, c'est vrai que les enseignants qui nous ont marqués restent avec vous à vie. Et je demande souvent aux gens, est-ce que tu te souviens du nom des profs qui t'ont marqué? Tout le monde se souvient. Et ça montre combien ces gens-là ont de l'influence sur notre destin et combien il faut vraiment apprécier quand on a la chance d'être éduqué par des gens de cette qualité-là. Alors sur les rencontres, sur les heureuses rencontres, vous en citez plusieurs qui très vite vous guident vers le travail d'entraîneur. Vous citez Max Hid, vous citez Georges Boulogne, vous citez Jean-Marc Guillou, qui sont des gens qui très vite vous donnent de très bons conseils et on comprend assez facilement en vous lisant à quel point ils ont été importants et à quel point c'était important de parler d'eux. Dans quelle mesure ils ont été importants pour votre carrière et dans quelle mesure vous pensez que tout cela est plutôt du hasard ou est-ce que c'est plutôt soi-même qui provoquons le hasard? Alors écoutez, pour vous imaginer, vous avez vu, je vous montre une bouteille là. Et je pense que la vie, c'est remplir la bouteille. Au départ, vous mettez le talent dans la bouteille. Après, vous regardez combien vous reste à remplir. Oui, Si vous reste à remplir beaucoup, il faut travailler beaucoup. Donc, au-dessus du talent, vous mettez le travail. Et ce dont vous parlez à l'instant, vous finissez la bouteille, de remplir la bouteille avec la chance. La chance, c'est les gens que vous rencontrez, les gens qui vous donnent une opportunité.
Et c'est ce que j'ai eu dans ma vie. C'est que j'ai rencontré plein de gens, les gens dont je parle, je leur rends hommage parce que tous les gens, quand je regarde ma vie, je n'ai rencontré que des gens qui m'ont fait confiance. Donc, pourquoi? Est-ce que c'est un hasard ou pas? Je ne le sais pas. Ils ont dû détecter quelque chose en moi quand même. Mais je dois dire aussi, quand j'avais mis le talent dans la bouteille, il restait pas mal à remplir, donc j'ai beaucoup travaillé aussi. C'est vrai que vous insistez beaucoup sur la chance que vous avez en croisant des gens importants. On va prendre un exemple parce qu'on va aller un petit peu plus loin que l'Alsace. On va aller se promener donc à Monaco parce qu'on va avec vous. Vous passez 7 ans là-bas et vous racontez la défaite à domicile, la troisième défaite à domicile. La première défaite, voilà, le troisième match, une défaite contre Niort qui aurait pu se transformer en une sorte de catastrophe, parce qu'il y a quand même une grosse équipe à ce moment-là qui joue, et vous expliquez à quel point le président du club, M. Campora, si je ne me trompe pas, vous soutient à ce moment-là. Et vous n'hésitez pas à dire que de ce soutien qui vient très tôt, avec cette déconvenue d'une défaite, peut-être découle le titre final, c'est-à-dire que de la confiance qui vous est accordée très tôt et par plusieurs personnes, eh bien, il est plus facile de construire grâce à cette confiance-là. On a tous besoin de ça parce qu'on oublie souvent, le quotidien vous fait souvent oublier votre qualité. Pourquoi? Le quotidien est difficile à supporter, c'est répétitif, c'est souvent ennuyeux, c'est souvent pas très intéressant et il vous tire vers le bas. Alors souvent on a besoin de reconstruire la confiance dans un groupe parce que dans un groupe c'est la contamination quand il n'y a pas de confiance. Et ce qui repart, là, ce qui sort le premier, c'est la fluidité, la spontanéité. Donc de maintenir la foi dans les autres, surtout dans un sport collectif, est extrêmement important. Et il y a des moments décisifs qu'il ne faut pas louper. Sinon, vous chutez plus bas et c'est beaucoup plus difficile. On parlait à l'instant de travail. Vous avez cette phrase à l'époque. C'était la force de travail qui faisait la différence, pas la puissance financière. On va voir ça traverser aussi, ce football se transformer de plus en plus à travers les changements qui vont avoir lieu dans notre conversation un petit peu plus loin. Mais on a vraiment le sentiment que le travail, c'est très important. Et même plus encore, Arsène, en vous lisant, le travail particulier, c'est-à-dire que vous retrouvez avec un joueur, presque en tête à tête, le faire progresser, lui, au regard de l'équipe, mais lui reste quelque chose de très très important. Et vous donnez plusieurs exemples, jusque peut-être le plus emblématique qui pourrait être Georges Weah qui vous offre son ballon d'or, parce que voilà, il arrive et vous le faites extrêmement progresser. Pour ceux qui ont peut-être un petit peu oublié, Georges Weah, je vais rappeler, c'est un peu l'inverse de Neymar. Georges Weah, c'est un joueur qui jouait debout. Neymar joue souvent allongé, Georges Weah, il jouait debout. Lui, il restait tout le temps debout. Vous allez même lui reprocher de rester debout. Mais il y a penalty, va par terre. Donc voilà, ça modifie un petit peu la vision qu'on a. Mais non, plus sérieusement, travailler avec chaque joueur, travailler au mieux avec chaque joueur, c'est une part importante du travail d'entraîneur. Bah, écoutez, l'entraîneur, il a trois influences dans son métier. La première, c'est sur le résultat et le style de jeu de l'équipe. Et la deuxième, c'est sur le développement individuel des joueurs. Et la troisième dimension, c'est dans la façon dont il développe le club et la marque du club dans le monde entier. Moi, j'ai eu la chance dans ma vie de faire les trois, mais c'est vrai que le développement individuel du joueur est quelque chose de très très important parce que vous savez, 90% des joueurs, leur carrière dépend du club où ils vont au bon moment. Si ils vont dans les mauvais clubs, au mauvais âge, ils ne font pas la carrière qu'ils devraient faire. Il y a un 10%, ils peuvent aller où ils veulent. Ils seront toujours extraordinaires parce qu'ils ont un talent exceptionnel. Mais tout le reste dépend un peu de l'endroit où ils vont. De l'endroit où vous allez, avant d'arriver en Angleterre, vous allez passer presque 2 ans, enfin un peu plus d'une année au Japon. C'est vraiment une expérience très particulière. Ce que vous racontez là-bas est tout à fait singulier. Ce que vous y découvrez, d'un point de vue culturel, est sans doute tout à fait singulier. Mais je ne peux pas m'empêcher de penser, en vous parlant de ça, de ce
que disait Georges Simenon, vous voyez, le romancier. On l'interrogeait souvent pour lui dire, mais comment vous expliquez que dans le monde entier, vos histoires qui se passent un peu à Paris, qui se passent voilà dans un vieux commissariat, intéressent le monde entier? Et à cela, il répondait toujours la même chose. Il disait, l'homme nu, l'homme dans ce qu'il a de plus humain, il est partout pareil. Est-ce que c'est ce que vous avez rencontré aussi en allant au Japon, Arsène? Oui, parce que je pense que le propre de tout homme qui débute dans la vie à 18, 19 ans, c'est qu'il veut faire quelque chose de sa vie. Il veut aller au bout de sa passion, il veut connaître le succès, il veut se développer, il veut avoir l'impression de, il veut aimer, il veut créer, il veut travailler. Et ça, c'est en gros le noyau de l'homme est le même partout. Après, c'est vrai qu'il est habillé par une culture qui est différente. Et pour arriver à développer ce noyau, il faut souvent comprendre la culture. Pour arriver comment le développer, pour arriver à comprendre comment on peut le développer. Et c'est c'est peut-être le destin du monde de demain, c'est d'éduquer les enfants pour qu'ils aient cette curiosité de comprendre les autres cultures, de comprendre qui est l'autre. Et ça, souvent, il faut avoir une démarche de curiosité et essayer de comprendre comment les gens réagissent, parce que la culture, c'est une forme de réaction spontanée au vu des différentes situations auxquelles on fait face. Et pour bien la comprendre, il faut essayer de comprendre la langue. Au demeurant, vous nous racontez, alors on va pas tout raconter parce que les livres sont faits pour être lus, hein, malgré tout. Ils iront voir et ils trouveront une jolie histoire avec votre traducteur là-bas qui vous doit beaucoup. Mais on peut quand même raconter l'histoire des ballons. Il s'agit de planquer les ballons avant l'entraînement parce qu'ils sont tellement motivés, les joueurs japonais, qu'ils veulent jouer énormément. Et il se produit quelque chose qui probablement s'est peut-être pas produit tant que ça ensuite dans votre carrière. Il s'agit là de prendre les ballons et de les planquer. C'est quand même intéressant de voir ça. Oui, j'ai interdit aux responsables du matériel de leur donner les ballons parce que quand vous arriviez le matin, ils étaient déjà sur le terrain et quand l'entraînement commençait, ils étaient déjà fatigués. Tellement ils avaient envie de bien faire. Donc, c'est vrai que au Japon, le japonais a une mentalité collective et naturelle. Il est fait pour le sport collectif. Il a envie d'aider les autres. Ça fait partie de leur culture. Et lui, il a envie de contribuer à la collectivité le mieux possible. Et l'insulter, c'est de lui dire qu'il ne contribue pas au collectif, qu'il n'est pas assez bon pour contribuer au bonheur du tout. Donc, il y a des sensibilités culturelles auxquelles il faut faire attention. Par contre, il y a un enthousiasme pour bien faire qui est une découverte fantastique quand vous y allez. De voir cela. Alors après l'Angleterre, il y a le plus gros chapitre de votre livre, 22 ans de votre vie, il y a l'arrivée en Grande-Bretagne, au club d'Arsenal. Dire que ça se passe admirablement au début serait quand même raconter cela de façon très particulière. Vous racontez, mais alors, toujours avec l'élégance qui est la vôtre malgré tout, le tout en essayant de condenser ça en une demi-page pour ne pas en mettre trop, mais l'accueil des journalistes, d'une certaine partie des journalistes lorsque vous arrivez là-bas, au mieux c'est Arsène Who, bon, pour bien montrer qu'on ne sait pas qui vous êtes, mais il y a des gens qui se comportent de façon immonde, on va dire le mot. Et malgré tout, vous racontez ça en ne citant personne, en étant le plus elliptique possible. Bref, mais malgré tout, ça doit être super dur quand on arrive et qu'on est reçu comme ça. Oui, d'abord, il faut se remettre dans le contexte. En 96, j'étais seulement le troisième entraîneur étranger dans toute l'histoire du football anglais. Et les deux premiers avaient échoué de façon éclatante. Donc, il y avait une forme de conviction qu'un entraîneur étranger ne pouvait pas s'adapter en Angleterre. Ensuite, comme vous le dites, en plus de ça, j'étais inconnu. Et puis, en fait, d'une façon générale, quand vous allez à l'étranger, on ne vous met pas le tapis rouge, hein. Donc, il faut convaincre d'abord. Et à l'époque, je disais que un Français qui arrive chez les Anglais, eux qui ont inventé le football, pour leur expliquer comment jouer au football, est un peu dans la peau de l'Anglais qui va à Bordeaux et leur expliquer comment il faut faire le vin. Donc j'étais dans cette position-là. C'est vrai, comme vous le dites,
Il y a eu des débuts difficiles, pas au niveau des résultats, mais au niveau de l'acceptation de certains médias. Et en même temps, vous expliquez bien que le club est très traditionnel avec de la volonté d'innover, d'essayer de nouvelles choses. Mais n'est-ce pas un petit peu ambitieux de vouloir remplacer, par exemple, les barres chocolatées, les Mars, pour être précis, par des brocolis? Oui, la diététique, vous savez, moi j'avais à l'époque déjà, depuis très très longtemps, une approche globale de la performance. L'approche globale de la performance veut dire que, bon, aujourd'hui, ça paraît évident, mais il y a ce que vous faites sur le terrain, l'entraînement, le match, et puis ce que vous faites en dehors du terrain, ce qu'on appelle l'entraînement invisible, c'est-à-dire comment vous mangez, comment vous dormez, comment vous préparez mentalement, euh, comment vous approchez, comment vous faites soigner. Donc, j'avais cette approche-là. Donc, au début, c'était un peu, évidemment, difficile. Mais c'était aussi marrant. Et en 96, la société, même la société anglaise, aujourd'hui on est dans une société hyper hygiéniste, mais à l'époque, même la société anglaise commençait un peu à se poser la question euh, comment vivre en meilleure santé. Alors, vous arrivez dans un club où une famille, quelques familles possèdent le club. Vous arrivez dans un club où l'argent ne se déverse pas encore à flot, hein. Les joueurs gagnent leur vie, mais ils gagnent pas beaucoup d'argent à jouer. Ils changent pas tellement de club à l'époque. Ils sont très, très, très fidèles. Et vous avez la volonté, semble-t-il, de faire venir des joueurs français, ou est-ce que c'est une impression qu'on a après coup, ou est-ce que c'est simplement un hasard? Parce qu'on a l'impression que malgré tout à Arsenal vont s'installer plusieurs joueurs français, vont devenir très 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 grands joueurs français là-bas à Arsenal. Il y avait quelque chose qui vous tournait naturellement vers les joueurs français, ou c'est juste un hasard? Non, quand je suis arrivé, j'avais un bloc d'équipe monoculturel. Et comme vous le dites, comme vous le faites remarquer, ils étaient pratiquement tous anglais. Et ils arrivaient un peu en fin de carrière, ils avaient tous la trentaine. Donc c'est toujours un groupe qui a la trentaine est toujours un groupe très sensible parce qu'il faut petit à petit les éliminer et ils ne vous le pardonnent pas. Ensuite, ce n'était pas à l'époque un joueur gagné par an ce qu'un gagne un joueur aujourd'hui à Arsenal par semaine. Hmm. Donc ça vous montre L'énorme. combien Ouais. l'aspect financier a évolué de façon absolument incroyable. Et puis, j'ai fait venir des joueurs français tout simplement parce que je les connaissais et tout simplement parce qu'ils étaient bons. C'est avant tout la première chose. Mais c'est vrai que d'un bloc monoculturel, nous sommes un peu devenus euh, une équipe pluriculturelle, progressivement. Au départ, uniquement avec des Français, mais ces Français étaient excellents. Vieira, Petit, après, plus tard, les Henry, il y avait Garde, Grémandi, donc c'est tous des bons joueurs. Et ce qui fait que les gens ont dit, bah, finalement, vous savez, s'en fout pourvu qu'on gagne, pourvu que les joueurs qui jouent soient bons. Et c'est ce qui m'a aussi donné de la crédibilité, parce que j'ai fait venir des bons joueurs. Et pour ce qui est de gagner, vous allez gagner. Peut-être plus encore, vous allez surtout ne pas perdre pendant 49 matchs, pendant cette saison exceptionnelle que vous nous faites vivre de l'intérieur à travers le livre dont nous parlons depuis quelques minutes maintenant. Ce moment-là trace une autre ligne dans le livre. Après, au moment de ces 49 matchs, vous écrivez que les joueurs finissent par ne plus avoir peur de perdre. Et c'est quelque chose de très important, pas seulement à ce moment-là, parce que là, c'est exceptionnel. C'est quelque chose de très important parce que régulièrement, souvent, votre volonté, outre que le gazon soit impeccable, ça c'est votre côté jardinier, mais aussi faire en sorte que le joueur n'ait pas peur, que le joueur puisse s'exprimer, puisse ne pas craindre ce qui va se produire, ce qui pourrait se produire. Mettre cela continuellement entre lui et vous. Oui, parce que d'une façon générale, les recherches montrent que l'incertitude et le manque de contrôle créent le stress. Donc, quand vous ne nous posez plus la question est-ce qu'on va perdre ou pas,
vous avez moins de stress et vous vous concentrez plus sur la façon de jouer. Et d'un autre côté, moi, je suis quelqu'un qui s'est toujours posé la question, est-ce que c'est assez bon ce que je fais? Et je me suis toujours dit, si je pouvais faire une saison sans perdre un match, on ne peut pas mieux faire. Donc, je pourrais être relativement content de moi. Alors, on a fait 49 matchs, je ne sais pas si vous imaginez, ça fait un an et demi. Un an et demi, un an et demi de paradis, parce que le paradis de l'entraîneur, c'est de ne pas connaître la défaite. La défaite, c'est la souffrance, c'est l'enfer. Donc, pendant un an et demi, je ne suis pas descendu en enfer. Donc, j'ai vécu ça de façon extraordinaire et j'ai découvert des aspects de mon métier que je ne connaissais pas. Parce que, pour vous résumer, en gros, dans ma vie, sur 100% de matchs, pendant 80%, j'ai jamais pas connu de défaite, c'est-à-dire 4 matchs sur 5. J'ai gagné 3 matchs, un nul et peut-être une défaite tous les 5 matchs, en moyenne sur l'ensemble de ma vie. Donc, c'est déjà un vrai luxe. Mais là, quand on ne perdait pas du tout pendant un an et demi, c'est un bonheur total. Parallèlement, presque en même temps, devrait-on dire, se construit aussi autrement le club d'Arsenal. Une énorme entreprise. Il y a des photos, on vous voit en train, au milieu du chantier, du nouveau stade, pour essayer de ne plus laisser autant de supporters à l'entrée qui ne pouvaient pas entrer dans le stade parce qu'il n'y avait pas assez de place. Et ça va être une part importante de votre travail que vous nous racontez aussi. Vous le racontez toujours. Voilà, il faut regarder les petites phrases qui traînent. Vous croisez des gens qui possèdent une, peut-être deux actions du club d'Arsenal. L'action vaut 800 livres. Et lorsque vous repartez, l'action vaut 17 000 livres. Ça donne une idée de la façon dont vous avez géré ce club. Donc, vous avez mis en place cette formidable machine qu'est l'Emirates. Et en même temps, ça nous montre que il faut réussir à, de façon économique, gérer tout cela. Vous dites d'ailleurs qu'il est peu probable que les entraîneurs puissent avoir autant de responsabilités que celles qui étaient les vôtres, et aussi la complicité avec les dirigeants, dont on pense à David Dean en particulier. C'est ça qui vous plaît aussi, c'est ça qui fait que vous restez à Arsenal par-delà toutes les propositions qui vous sont faites, parce que vous auriez très bien pu rester au Japon, vous seriez devenu un dieu vivant là-bas, hein, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais vous restez pas au Japon. En revanche, même si on vient vous proposer le Real, si on vient vous proposer de très très grands clubs, vous restez à Arsenal. Oui, parce que je me suis impliqué dans la construction du club. Et à un moment donné, quand on a construit le stade, les banques m'ont demandé de signer un contrat de 5 ans parce que ça leur donnait une garantie de gestion et de résultats sur le terrain qui nous permettait de rembourser le stade. Le stade était beaucoup plus cher à la fin que ce qu'on a imaginé, on pouvait se permettre de construire un stade à plus de 200 millions, mais finalement il a coûté 428. Donc il fallait réduire les dépenses, il fallait maintenir les résultats, et je me suis impliqué dans cette promesse-là. Et aujourd'hui, quand je vous disais tout à l'heure que l'influence que vous pouvez avoir sur la structure d'un club ou le développement d'un club, pour moi, ça faisait partie de mon travail. Et c'est une partie de mon travail qui est moins visible, moins glorieuse, mais dont je suis le plus fier finalement, parce que j'ai contribué à bâtir ce club pour lui permettre d'aller dans le futur avec des structures adaptées et de laisser ce club dans une situation où il peut lutter avec tout le monde dans le monde entier. Et il le fait. Vous nous racontez aussi un peu les dernières années à Arsenal. Il y a quelque chose qui m'a vraiment beaucoup surpris. Euh, Lorsque vous arrivez à un rythme de conférences de presse qui est à peu près de 6 ou 7 conférences de presse par semaine. C'est-à-dire que vous êtes devant les caméras un peu plus souvent que Cyril Hanouna ou que Pascal Praud, quoi. Et on se demande si vous avez encore le temps de faire le reste, vu la place que tout cela prend dans un emploi du temps. Moi, j'ai moins le temps. J'ai moins le temps et ça me pèse.
puisqu'il faut tout le temps parler aux médias. Si vous voulez, ce qui s'est multiplié, c'est le travail médiatique pour les entraîneurs. Et dans des très grands clubs, vous êtes souvent perturbé par le fait qu'il faut une présence médiatique avant les matchs, après les matchs. Avec maintenant, les clubs ont leurs propres médias, il faut leur consacrer du temps aussi. Et ça empiète sur le travail technique. Et sur le regret que j'ai eu sur l'évolution de mon métier, c'est justement de pouvoir, d'avoir pu dédier moins de temps aux techniques et d'avoir pu donner plus de temps à ce qu'on appelle aujourd'hui la persuasion, le contact médiatique. Les contacts même directs avec les joueurs, parce que vous expliquez bien aussi combien les agents et tout ça est devenu bien plus complexe. J'imagine qu'un certain nombre de gens ont envie aussi de se procurer le livre pour voir, pour lire, pour vous regarder. Il y a d'ailleurs 2 photos qu'on va passer à l'instant sur ce dernier rendez-vous à l'Emirates, ce match si particulier du 6 mai 2018. Là, vous feriez pâlir d'envie Gustave Flaubert avec l'ellipse dont vous êtes capable, parce que évidemment vous racontez presque rien de ce moment. Et les 2 photos qu'on va voir dans un instant, sur les 2 photos vous êtes de dos, c'est dire si on va pas non plus voir votre visage sur les 2 photos, c'est dire si ce moment-là, voilà, on les a. Il y en a une troisième où vous êtes tout petit, hein, mais j'ai essayé d'écarter avec mon doigt pour voir si on voyait votre visage, mais non, pas plus, hein. Donc ce moment-là, c'est vraiment un moment que comment dire, qui est tellement fort, qui est irracontable. Oui, je me suis préparé à endurer ce moment-là plus qu'à l'apprécier. L'endurer tout simplement pour ne pas craquer, quoi, parce que c'est un stade de 60 000 personnes qui vous rend hommage et c'est évidemment difficile sur un plan émotionnel. Mais comme j'avais pas mal bourlingué, que j'ai appris à contrôler mes émotions et à le vivre de façon sereine. Mais avec le recul, c'est vrai que c'est émouvant, c'est touchant. La journée elle-même, c'était quelque chose de fabuleux parce qu'on a gagné 5-0 et c'était une journée extrêmement réussie. Mais on a un peu l'impression, quand on est dans la semaine précédente, les journaux, d'assister à son propre enterrement. C'est pas grave. Quand le livre sortira en DVD, vous mettrez des bonus et vous raconterez ce que vous n'avez pas encore tout à fait raconté dans le livre. Je vais encore vous poser une question, puis on va en prendre 2-3 sur les personnes qui nous regardent, parce qu'elles ont envie de vous poser aussi des questions, parce qu'il y a un chapitre encore, après ces 22 ans, qui est après Arsenal. Vous êtes aujourd'hui très, très impliqué dans la FIBA. Vous avez la FIFA, pardon, la volonté d'essayer de mettre en place des formations pour les entraîneurs, pour la formation des jeunes joueurs. Il y a des choses très techniques sur les hors-jeux, enfin voilà. Mais c'est votre nouvelle vie, cette FIFA. Oui, je suis arrivé à un point de ma vie où je me suis dit comment est-ce que je peux partager ce que j'ai appris avec un plus grand nombre que simplement à l'intérieur de club, et comment est-ce que je peux réduire la différence qu'il y a aujourd'hui entre l'Europe et le reste du monde. Parce que si le football va bien, si le football est le sport le plus populaire au monde, il a aussi une énorme responsabilité. Et cette responsabilité aujourd'hui est pédagogique, parce que il faut éduquer les gens en Afrique, il faut éduquer les jeunes en Asie, il faut éduquer les jeunes en Amérique du Sud. Aux États-Unis, le sport doit être développé. Donc, je suis en train de créer un centre de recherche et de mise à disposition de contenu de développement des entraîneurs et de contenu de développement des entraînements pour les jeunes et de structure des jeunes, des compétitions des jeunes. Par exemple, si vous êtes moins de 13 ans en Afrique, dans certains pays, vous n'avez pas de championnat. Donc les enfants ne peuvent pas jouer, ne peuvent pas connaître le bonheur de jouer avec les autres au football. Et c'est vraiment un chantier qui est énorme, mais que je veux commencer. Alors, je regarde un petit peu les questions qui nous arrivent. Il y a Valérie qui voudrait savoir, parce qu'on le sait en lisant le livre, que vous êtes allé très tôt du côté de Cambridge pour essayer de parler au mieux l'anglais. Je voudrais savoir si vous avez écrit le livre en français ou en anglais.
en français. Mais c'est pas vous qui. Mais j'aurais pu aussi le faire en anglais. Mais malgré tout, pour exprimer ce que je ressens au plus profond de moi, je suis plus à l'aise en français quand même. Alors, j'avais vu, voilà, il y a un Captain Elias qui demande quel est votre plus gros regret à Arsenal. De ne pas avoir gagné la Ligue des Champions le jour où on devait la gagner contre Barcelone, parce qu'on a on avait l'occasion de la gagner, mais on a joué à 10 pendant tout le match, et puis je pense que ça aurait couronné euh, la, 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 cette période de 2004 à 2006 où on avait les moyens de la gagner. Après, quand on a construit le stade, on n'a plus jamais eu l'équipe pour la gagner. Il y a Antoine Graal à propos justement de ce stade qui nous écrit: n'avez-vous pas l'impression que l'âme d'Arsenal est restée à Highbury? Une partie de l'ambiance est restée à Highbury. Mais à Highbury, on avait 38 000 personnes de moyenne, parce qu'on ne pouvait pas en mettre plus. On a construit un stade de 60 000. Donc on a eu 60 000 de moyenne. Je dois dire, le vrai truc incroyable, c'est que j'ai passé 22 ans et j'ai joué 1235 matchs, mais tous les matchs à domicile dans des stades pleins. Pas une seule fois, euh, tout n'était pas vendu. Vous vous rendez compte du bonheur que c'est pour un entraîneur? Tout était toujours vendu. D'ailleurs, à propos de ce dont on parlait tout à l'heure, de vos autres propositions de travail, il y a quelqu'un qui voudrait savoir, je recherche son nom. Voilà, on regrette tous que vous n'ayez pas entraîné l'équipe de France. C'est Sébastien qui vous dit ça. Si vous l'aviez fait, quelle génération auriez-vous aimé entraîner? Bah, écoutez, la génération que j'ai le mieux connue, c'est celle qui a joué avec moi en 2004, celle qui a gagné la Coupe du Monde en 98, qui a gagné les championnats d'Europe en 2000. C'est la génération Zidane, parce qu'il y avait après les Vieira, Petit, Henry, toute cette génération qui était avec moi. Donc, j'ai eu plusieurs fois l'occasion d'entraîner l'équipe de France. J'ai jamais mordu parce que j'étais intéressé par le travail au quotidien. À l'inverse de votre moins bon souvenir à Arsenal, il y a David qui voudrait savoir quel est votre plus beau souvenir d'entraîneur. Le plus beau souvenir d'entraîneur, c'est toujours quand vous gagnez la première fois. Quand j'ai gagné mon premier titre de champion de France, parce que je ne savais pas que j'étais capable de gagner un titre de champion, donc quand j'ai gagné mon premier titre de champion d'Angleterre, quand je suis arrivé en Angleterre, donc c'est souvent les premiers titres. Et puis le fait d'avoir fait une saison sans aucune défaite, ça reste quelque chose d'incroyable. Votre match préféré à l'Emirates? C'est peut-être d'avoir battu le Real Madrid, d'avoir éliminé le Real Madrid et Ronaldo, Zidane, Beckham, Figo en quart de finale de la Ligue des Champions, l'année où nous sommes allés en finale. Alors, il y a Corentin qui demande: est-il possible de vous voir à nouveau entraîneur un jour de l'équipe de France, d'un club français ou même d'Arsenal? Il est vrai, cher Arsène, que les Américains viennent d'élire un président de 78 ans. À côté de lui, vous êtes un galopin. Donc, relativement, je comprends la question. Je me sens un petit galopin, oui, par rapport à lui, mais vous savez, quand j'ai arrêté après 22 ans à Arsenal, je me suis dit, il faut que je fasse une pause parce que je ne veux pas faire le match de trop, le combat de trop. Et c'est vrai que ça me manque énormément, mais j'ai trouvé ma motivation dans une autre forme d'utilité que je voudrais rendre concrète, au moins dans la prochaine année. Et si après j'ai la force, pourquoi pas. Il y a Thomas qui nous demande: que pensez-vous de Mikel Arteta? Ben, je pense il débute dans le métier. Il a les qualités parce qu'il est intelligent, il est passionné, euh, il est motivé. Donc, il a des bons ingrédients. Après, je pense que cette saison est une saison importante pour lui. Et j'espère qu'on va bien la négocier parce que quand vous débutez comme ça dans une carrière, il faut très vite enclencher.
Et contrairement à ce qu'on pense, on ne nous laisse pas le temps, hein. Ça, c'est du beau langage, mais nous sommes dans un métier où il faut avoir des résultats très vite. Et en fait, vous créez une culture de la performance. Vous avez 3 mois devant vous, pas plus. Florian, je vous lis tout parce que ça vous est adressé directement. Bonsoir Arsène, merci pour tout ce que vous avez fait pour Arsenal. Vous me manquez beaucoup. Comment trouvez-vous le club aujourd'hui? Pensez-vous que nous pourrons à nouveau, il n'y a pas de i, hein, que nous pourrons à nouveau gagner le championnat? Oui, les structures sont là, l'argent est là. Moi, j'ai galéré pendant de 2007-2006 à 2016 pratiquement pour rembourser le stade. Aujourd'hui, le club est dans une bonne situation financière, il peut lutter avec tous les autres. Je pense qu'il faut prendre des bonnes décisions techniques sur un plan financier. Le club a énormément investi sur les 2 dernières années. Est-ce que ça va être efficace? Pour l'instant, je pense qu'il reste du travail à faire. Je ne vois pas, pour l'instant, être capable de lutter. On a déjà perdu 4 matchs sur 8. À ce rythme-là, on ne gagnera pas le championnat cette année. Mais dans le futur, c'est fort possible. Est-ce que dans le futur, la question est de moi cette fois, vous vous voyez retourner au stade, là-bas, aller Oui, à on va l'Emirates, retourner, assister à un match? évidemment. Vous savez que quand on a eu tellement de pouvoir à l'intérieur d'un club, il est bien de, de couper totalement. C'est pas facile, Non. mais, mais je pense qu'il faut le faire parce que si vous continuez à traîner dans les couloirs, vous gênez les gens qui sont en place. Et je pense que j'ai pris la bonne décision, c'est de couper totalement, ce qui ne m'empêche pas de supporter le club, de vibrer quand mon club joue. Mais je pense que c'était important de couper totalement et de ne pas se faire voir son fantôme dans les couloirs du club. Il y a Gaël qui demande qu'est-ce qu'il manque aujourd'hui à Arsenal pour redevenir champion dans les années à venir. Je pense que actuellement on manque de créativité. Sur les 8 premiers matchs, on a marqué 9 buts, on en a encaissé 10. Et sur le nombre d'occasions de but, sur le nombre de tirs au but par match, on est en dessous de ce qu'il faut faire pour gagner le titre. On a stabilisé un peu la partie défensive, mais il faut être fidèle à la culture du club. La culture du club, l'ADN de notre club, c'est d'avoir une créativité collective. Et à ce niveau-là, actuellement, on est un peu en manque. Alors, je regarde s'il y a d'autres questions, mais je crois que pour le moment, on a un petit peu épuisé le stock. Il y en a une qu'on n'a pas posée qui paraît quand même très très importante pour l'ouvrage. Arsène, qu'est-ce que ça vous a appris de faire cet exercice-là? Qu'est-ce que ça vous a appris de vous retrouver tout seul avec un ordinateur ou un crayon, comme vous êtes pris pour l'écrire, et plus encore, en relisant tout cela, sur ce qu'a été cette grande expérience? Vous savez, quand vous travaillez autant que moi j'ai travaillé, vous coupez un peu de vos émotions, puisque c'est toujours les autres qui vous intéressent et jamais vous. Ce que le livre m'a permis de me faire, c'est de me mettre un peu en contact avec moi-même. D'abord, d'avoir un recul sur ce qui m'est arrivé, avec une distance. J'ai pu regarder ma vie un peu d'une vue d'hélicoptère. Et puis d'un autre côté, de me connecter de nouveau à moi-même, ce que je n'ai pas fait pendant des années, parce que les gens vous demandent comment tu vas, mais en fait, tu ne sais pas comment tu vas, parce que tu as l'habitude, surtout, d'aller au combat, peu importe comment tu te sens, et de t'occuper des autres, peu importe, toi, tu passes au second plan. Donc, c'est un peu la connexion avec soi-même qui se redéveloppe. Il y a Valérie qui regarde des tensions évidentes, permanentes de l'entraîneur, qui se demande comment vous faites pour vous relaxer. Ben, je regardais sourire les autres pendant les matchs. Quand je ne jouais pas, j'aimais regarder les matchs et puis voir qu'il n'y a pas que moi qui avait des problèmes, qui avait les autres entraîneurs avaient des problèmes aussi. Ça relativise un peu ce qui vous arrive. Et puis, je pense que
quand vous êtes entraîneur, quand vous êtes dans les moments difficiles, je me suis toujours dit, pourquoi est-ce que je suis là? Pourquoi est-ce que je fais ce que je fais? Et ça m'a toujours permis d'être résilient et d'être résistant au stress. Je crois aussi que euh, j'avais une bonne capacité de résistance au stress et j'avais une bonne capacité de résistance à la paranoïa, parce que ce métier peut facilement vous rendre paranoïaque. Donc, ces deux, j'avais une forme de foi en l'homme et j'avais aussi une bonne résistance au stress. Je pense toujours que demain, ça va aller mieux. Maxime, vous définissez le football comme un art collectif. Pouvez-vous nous expliquer ce que vous faisiez à l'entraînement afin de développer ce football qui nous a tous fait aimer Arsenal? Ben, je pense que j'ai toujours favorisé l'expression du joueur avec le respect du collectif. Donc, ça se base d'abord sur une observation très approfondie des qualités de chacun pour le mettre à son véritable poste et lui faire comprendre que le jeu, l'intérêt du jeu est supérieur à toutes ses émotions et à toutes ses envies. Et de développer une forme d'expression collective des joueurs pour leur faire comprendre que s'ils veulent approfondir ce que le sport collectif peut leur donner, au lieu de rester à la surface, ils vont découvrir quelque chose qui leur fait beaucoup plus plaisir encore, qui leur permet de toucher ce qu'est le sport collectif. Et j'ai toujours essayé de développer cette forme d'expression collective dans des exercices de collectifs complexes, par exemple le jeu à trois, c'est la première forme complexe du sport collectif. Quand un donne à deux, que fait le 3? Donc cette forme de compréhension, de connexion entre les joueurs. Vous savez, la passe, c'est le lien physique entre des joueurs pour une expression collective. Et l'amour de la passe, l'intelligence de la passe et la vitesse de la passe, le timing de la passe, c'est ce qui vous permet de développer une expression collective. Donc on pourrait en parler des heures, mais je pense que c'est un peu comme la cuisine, si vous voulez. Vous donnez la même recette à 10 personnes différentes, vous avez 10 menus différents. Vous donnez les mêmes exercices à 10 entraîneurs différents, vous avez 10 entraînements différents. Parce qu'au fond, c'est votre personnalité à vous qui fait qu'une équipe s'exprime d'une certaine façon. Justement, à propos d'entraîneur, il y avait un des internautes qui voulait savoir quel était celui qui vous avait le plus inspiré ou le plus impressionné. Vous savez, pour avoir vraiment une impression objective, il ne faut pas lire les journaux. Ah, Il faut vivre avec eux. Et je n'ai pas vécu avec les entraîneurs dont on parle aujourd'hui, donc je ne peux pas vraiment les juger. Je les juge à travers la façon de jouer, à travers euh, la, le désir qu'ils ont de s'exprimer par le jeu. Mais je pense que les entraîneurs que moi, dont je parle, les Max Hild, Jean-Marc Dua, avec qui j'ai vécu au quotidien, les Gilbert Glaise, tout ça, étaient des entraîneurs qui m'ont beaucoup impressionné, qui m'ont beaucoup influencé aussi. Et après, aujourd'hui, on parle toujours des entraîneurs quand leur équipe gagne, mais le but de l'entraîneur, c'est de faire le maximum avec le groupe de joueurs qu'il a à sa disposition. Évidemment, on va parler de celui qui gagne, mais parfois le gars qui finit dixième a peut-être fait un meilleur travail que le gars qui finit premier. Parce qu'il a tiré le maximum du potentiel de son équipe. C'est ça le véritable travail de l'entraîneur. nous avions essayé avec le Furet du Nord de vous attirer dans le stade Pierre-Mauroy à Lille, bien décidé à ensuite fermer les portes et à vous offrir un nouveau club en rouge et blanc. Parfait pour vous. C'est Donc, en rouge. il y a un des internautes qui demande ce que vous pensez du LOSC et qui sont donc d'autres rouges et blancs qui pourraient vous tenter. Je pense beaucoup de bien du LOSC. Je pense que euh, vous avez un très bon entraîneur qui fait un excellent travail. Et puis, je pense que vous avez compris ce qu'est la base d'un club comme Lille, c'est la qualité du recrutement. Et
Vous avez tous les ans, sur les dernières années, trouvé la recette pour combler toujours les départs. Alors c'est vrai que vous allez dépendre beaucoup de la qualité des recrutements. Quand les meilleurs joueurs partent, il ne faut pas se tromper. Si vous vous trompez une année, vous allez souffrir. Mais pour l'instant, je pense que à la fois au niveau de l'encadrement technique du club et à la fois au niveau des décisions prises dans le recrutement, Lille a été parfait sur les 5 dernières années. Très bien, Arsène. Merci beaucoup. On va rappeler que, évidemment, votre livre est disponible. Vous vous intéressiez à la vie des librairies un petit peu avant que ne commence cet entretien. Voilà, sur furet.com ou sur decide.fr. Vous pouvez commander le livre d'Arsène ou en e-book ou aller le prendre ensuite en ville. Ça vous fera une petite promenade. Ça nous a fait très plaisir de parler un petit peu avec vous et c'est un plaisir tout à fait beaucoup moins important que celui de vous lire, de se promener avec vous parce qu'il y a vraiment ça. Essayez de nous faire partager ce qu'a été votre longue expérience, votre grande carrière et ça dans le livre c'est extrêmement bien rendu, c'est particulièrement réussi. Ça s'appelle Ma vie en rouge et blanc et c'est publié chez Jean-Claude Lattès. Merci mille fois, Arsène. Merci beaucoup à vous et bonne soirée à tout le monde.